Le printemps chez nous ne dure pas. Au sortir des jours froids de l'hiver, où il a venté rageusement sur les tuiles, où la neige a fait se terrer les hommes et les bêtes, quand le tiède printemps revient, il a à peine le temps de barbouiller de vert les champs, que déjà le soleil fait se faner les fleurs, puis jaunir les moissons. Le printemps des jeunes filles non plus ne dure pas. J'avais laissé en partant Asie de Thessès, la fiancée du soir, et c'est Thamazoust, fille de Lethmas, jeune fille à marier, que je retrouvai. De savoir que je devais épouser Asie ne semblait pas avoir beaucoup affecté mon cousin Ménèche. Naguère encore, il m'aurait trouvé l'homme le plus heureux du monde. Mais il avait au moins autant changé que moi. Ménèche, qui l'eût cru, avait perdu sa gaieté. Il était toujours aussi élégamment vêtu, continuait à changer 2 fois par jour ses burnous de couleur, mais ne savait plus rire. Jadis, nous allions tous les soirs chez Devda, la femme d'Ehli, vider une quantité de pots de petit lait. Mais Ménèche, maintenant, au lieu de venir avec nous, prenait son fin bâton d'osier et allait sur la route marcher seul pendant des kilomètres. Sous prétexte que Devda et lui ne s'aimaient pas, Ménèche nous évitait tous. Et quand par hasard nous réussissions à le garder parmi nous, mon cousin se conduisait d'étranges façons, passant sans raison et brusquement d'une crise d'humeur noire à une joie trop bruyante pour être naturelle. Une nuit que la chaleur étouffante de ma chambre m'empêchait de dormir, je sortis sur la place du village, la place des pèlerins, comme on dit chez nous, respirer un air plus frais. La lune, suspendue au-dessus des montagnes, allait se coucher, mais une multitude d'étoiles faisait que la nuit était assez claire. Je vis en passant que la chambre de Devda était encore allumée, et derrière la croisée, la femme d'Ehli passa et repassa plusieurs fois. Je poussai la porte de frêne massif qui donnait sur la place. Juste au moment où j'apparaissais sur la dalle la plus éloignée, quelqu'un plongea brusquement la tête dans son burnous. À la couleur mauve du manteau, je reconnus Ménèche. Il ne répondit pas à mon salut. « Tu ne dors pas ? » Moi non plus. Il fait une chaleur insupportable. Mais tu ne me réponds pas. Je te dérange ? Laisse-moi tranquille. Je ne te demande rien. Sa voix était rauque, hargneuse. Il leva la tête du burnous où il l'avait enfouie. Un de ses pans mauves et soyeux lui retomba sur les genoux. La lune qui donnait en plein sur son visage me montra les traits défaits de Ménèche. Toute sa figure était congestionnée, comme s'il souffrait d'une mauvaise digestion. Ses lèvres étaient crispées, ses yeux troubles et démesurément agrandis, ses narines palpitaient. Rien d'humain ne restait dans son visage durci, presque bestial, comme si l'enveloppe de mon cousin s'était soudain vidée de son âme. « Mais poursuis ton chemin, dit-il. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je n'ai rien, absolument rien. » Ménèche était dans une de ces périodes d'humeur noire, mais je compris que,
sous la seule pression de la douleur qui décomposait ses traits. Il allait bientôt parler. Tu dois te moquer de moi, hein? Tu croupis comme les autres dans un bonheur prosaïque et épais. Tu vas bientôt te marier, tu seras heureux, tu aimeras ta femme, elle t'aimera et vous aurez beaucoup d'enfants. Je n'avais rien fait, à ma connaissance, qui dût m'attirer cette diatribe. Est-ce ma faute si j'épousais Asie? Pardon? Si on me la faisait épouser? Du reste, à cette heure, j'avais tant pitié de cette loque qui était devenue Ménèche. Une très faible brise qui vint de notre côté nous apporta le bruit affaibli des coups de tambour, secs et espacés, mêlés à des bribes d'air de danse, chantés par plusieurs voix. C'était le chœur de la bande d'Oali, la Serja, comme ils disent. Voilà les heureux, dit Ménèche. Ceux-là, les scrupules ne les étouffent pas. Qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai? Rien. Sinon, je sors de chez Devda. Et alors? Tu as d'ailleurs dû voir en passant que c'était allumé chez elle. Oui? Eh bien, c'est parce que j'étais chez elle depuis le coucher du soleil, depuis 1 heure, ou plus, ou moins, je ne sais plus. Il y a plus de 2 heures que le soleil est couché. Alors, il y a plus de 2 heures que j'étais là-bas. Et Ashley? Non. Il est allé célébrer les fiançailles de Skoura et d'Ibrahim. Je savais qu'Ali n'entrerait que très tard, mais je croyais que j'allais tous vous trouver chez elle. Le seul jour où vous deviez y être, vous n'êtes pas venus. Nous ne savions pas. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Et Haïa, la serja au loin battait à tout rompre. On pouvait maintenant entendre, quoique faibrement, les airs que la brise portait de notre côté. Ménèche ne parut pas m'avoir entendu. Il alla droit de l'avant, comme court un sanglier blessé. Je ne voulais pas y aller. Je ne suis pas entré une seule fois chez elle, depuis que je suis revenu de Fès. La lune se cacha derrière le minaret. Je ne distinguai plus que vaguement les traits de Ménèche. C'est elle qui m'a appelé. J'aurais dû refuser, oui, mais c'est trop tard maintenant. Elle m'a d'abord demandé de vendre pour elle une vieille broche d'argent, et puis je ne sais pas comment la conversation a dévié. Je suis resté pour prendre du café. À chaque instant, je voulais partir, et je restais. Ménèche ne vit pas tomber son bâton. Il interpréta mal le mouvement que je fis pour le ramasser. « Oh, je sais ce que tu penses, va, que je suis un salaud, qu'on ne va pas le soir chez une jeune femme dont on sait que le mari est absent. Mais puisque je te dis que c'est elle qui m'a appelé. C'est elle aussi qui t'a retenu? Oui, elle. La première fois que je me suis levé pour partir, elle m'a offert de faire du café. La deuxième fois, elle voulait se laver les cheveux. Je sursautai. Je revis brusquement une autre image de Devda séchant au-dessus du feu ses cheveux lavés. Parce qu'elle l'avait déjà une fois fait jouer devant moi. Je compris toute la comédie avant même que Ménèche me l'expliquât. Mais il se trompa une fois de plus sur le sens de mon geste. Eh bien, quoi? Qu'y a-t-il de mal à cela? Une femme ne se découvre pas la tête devant un homme? Elle l'a fait devant moi, et puis après, je ne suis pas une vieille barbe. Moi, je trouve idiote cette coutume. D'ailleurs, elle l'a aussi dit. Qu'elle trouvait la coutume idiote? Félicitations. Non, qu'elle se permettait cela parce que je n'étais pas comme les autres.
J'ai toussé ses cheveux, Mqaran. Ah, ses cheveux. Quoi? Elle voulait me faire voir qu'elle en avait un blanc, toujours à la même place. Ses cheveux. Ménèche ne savait dire que ça. L'impression que le contact des cheveux de Devda avait produite sur lui était si forte qu'il ne trouvait nul mot pour la traduire, et elle se contentait de répéter ses cheveux. Une brise légère apporta jusqu'à nous une bouffée de parfum. C'était celui d'Ahli. Si le mari de Devda était dans les environs, il valait mieux remettre à plus tard la fin du récit de Ménèche, qui cette fois me comprit. Ce n'est pas lui, dit-il, c'est moi. Quand ses cheveux eurent séché, elle se les parfuma et mit aussi du parfum sur les miens. Un doute s'empara de moi. Jusqu'où Ménèche avait-il poussé l'application de ses idées émancipatrices de ce soir, pour qu'ainsi il traînât sur lui le parfum de Devda? J'allais lui poser la question quand nous perçûmes dans l'ombre un pas rapide et la voix claironnante d'Ekli nous parvint comme sortie de l'ombre, avant même que nous puissions le voir lui-même. De quoi parliez-vous, la jeunesse? De Samson et Dalila, dit Ménèche sur le ton insolent de quelqu'un qui chercherait querelle. N'est-ce pas, Mqran? Mais oui, c'est tout comme, dis-je, dans mon désir de sauver la situation, sans trop faire grand tort à la vérité. Akli n'avait jamais entendu parler de Samson ni de Dalila, mais le propagateur des Lumières ne voulut pas paraître ignorer quelque chose. Il prit ma réponse pour une fine plaisanterie et partit de son rire le plus claironnant. « Tu es très spirituel, me dit Ménèche, exaspéré par le rire d'Achli. Je crus bon de dévier la conversation. Achli, dis-je, d'où viens-tu si tard? Comment? Dit-il, tu ne le sais pas? Il est des circonstances dans la vie où un homme, quelque intelligent qu'il soit, ou nonobstant les principes qui guident sa vie, comme un phare guide le navire, doit néanmoins obtempérer aux impératifs d'une société dont il ne peut à lui seul corriger en un jour les abus antidiluviens. Ahli aggravait son cas. Je le vis au signe manifeste d'impatience que Ménèche donnait, car le mari de Devda, une fois de plus, avait trouvé le moyen de parler longtemps pour ne rien dire. Je tentai de trouver ou de nouveau d'écarter l'orage. On m'a dit que vous fianciez Ibrahim Escoura. Oui, hélas, dit-il, puisque la coutume barbare de joindre deux êtres qui s'ignorent n'a pas disparu de nos mœurs. Pourquoi un imbécile n'aurait-il pas le droit d'épouser une femme intelligente et jolie? Cela se passe tous les jours, et pas très loin de moi. Qui te parle? Dit Ménèche. Mais il y avait des allusions qui échappaient à l'esprit éclairé d'Akli, qui enchaîna. On a fixé la dot, 10 000 francs et 10 sacs de blé. Le mariage se fera à la fin de l'automne. Sans attendre la réponse, il poussa la porte et nous entendîmes son pas décroître. Une véritable crise s'empara de Ménèche. Un imbécile, un crétin pareil, cria-t-il exaspéré, et quand nous désignâmes la voix musicale de Devda, nous la distinguâmes, et il répondit, ou elle répondit à Ekli qui entrait. Ménèche se fourra dans la bouche un pan de son burnous pour ne pas crier dans la nuit comme un possédé. Je lui passai mon bras autour du cou. Au loin, la serja devenait forcenée. Les coups semblaient devoir rompre le tambourin, et les voix de ceux qui encourageaient les danseurs étaient maintenant très distinctes, parce que ceux de la bande étaient sûrs que personne ne les entendait plus. Il est avec elle maintenant, dit Ménèche, l'imbécile. Il n'empêche,
Il y a une demi-heure à peine, elle mettait sa tête près de la mienne pour nous regarder dans la glace, qu'elle comparait nos teints, nos cheveux, la largeur de nos bouches. Mais Ménage, tu es fou, c'est sa femme. Et puis après, il vient de dire lui-même que chez nous le mariage est un accident. Et puis il me doit une fière chandelle. Pendant qu'il discutait de dot et qu'il faisait des phrases, il n'a tenu qu'à moi de Ménage, tu dis des choses complètement insensées. Il allait répondre. Je lui fermais la bouche avec mes doigts. Derrière la grande porte cochère, on entendait un froufrou de soie, coupé du bruit inégal et sourd de pieds nus sur le sol. Aussitôt nous parvint le même parfum que j'avais senti sur les cheveux de mon cousin. Ménage se tut, me prit les doigts, qu'il serra à les rompre. Sa main était moite et tremblait légèrement. Devda toussa, ferma la porte par derrière, comme si elle ignorait que nous fussions là. Ahli, dis-je, feignant de croire que c'était lui. Ne ferme pas, je suis ici. Mouqaran, dit-elle, pardonne-moi. Je croyais qu'à cette heure tout le monde était déjà couché. Elle retoussa et partit. Ménage fit effort pour me dire de sa voix normale, sa voix de jadis, chantante et modulée. Va dormir, va, mon vieux. Je reste encore un instant ici. Il enroula ses épaules dans les deux pans de son burnous, baissa son capuchon très bas sur sa figure et s'allongea sur les dalles froides de la place. Du côté de l'air de Serja avait cessé. On entendait maintenant des airs d'amour plaintifs et lents, chantés par une voix, probablement celle de Mouh, qui était très douce. La lune venait de sortir de derrière le minaret. Je restai là. La respiration de Ménage devint bientôt régulière. Il laissa tomber sa tête sur son bras replié et dans sa figure très belle, barrée par les deux arcs réguliers de ses longs cils. Je vis, malgré les yeux fermés de Ménage, que son âme était revenue à la faveur du repos de ses nerfs. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.